Bon, on plonge directement au cœur du sujet. Aujourd'hui, notre analyse s'attaque à un monument absolu, l'un des textes philosophiques et politiques les plus influents et certainement les plus débattus de l'ère moderne, le Manifeste du Parti communiste. Le but ici, c'est d'adopter un ton strictement impartial, un regard académique, pour vraiment déconstruire cette œuvre fondatrice de 1848. Pour quiconque étudie la philosophie ou cherche simplement à comprendre comment la pensée du 19e siècle s'est articulée, c'est absolument essentiel de décortiquer les prémices logiques de ce texte en laissant complètement de côté nos opinions politiques. Ce fameux document, rédigé par Karl Marx et Friedrich Engels, a vu le jour à Londres en février 1848. À la base, c'était le programme d'une organisation appelée la Ligue des communistes, mais un fait historique quand même assez fou à garder en tête, c'est que Karl Marx n'avait que 29 ans quand il a écrit ça, à toute vitesse, en l'espace de quelques semaines seulement. L'idée, c'était vraiment de secouer l'ordre établi. Et c'est primordial d'ancrer cette philosophie dans son époque. On est à la veille de grandes révolutions en Europe. Le texte émerge d'une période de bouleversements industriels et sociaux extrêmes et il cherche en fait à donner un cadre théorique à des dynamiques économiques qui sont en pleine mutation. Voici donc notre plan de match pour cette exploration dialectique. On va d'abord examiner le moteur de l'histoire, l'ascension de la bourgeoisie et la naissance du prolétariat. Ensuite, on se penchera sur l'abolition de la propriété privée, on analysera les réponses aux critiques de l'époque pour finir avec leur vision d'une nouvelle société. Alors, première étape de notre parcours philosophique, le moteur de l'histoire. On commence avec la prémisse fondamentale du texte, le matérialisme historique. Cette phrase d'ouverture, qui est archi connue, pose directement la thèse principale. En philosophie, à cette époque-là, c'était l'idéalisme de Hegel qui dominait, l'idée que l'histoire avançait grâce au développement de l'esprit ou par de grandes idées abstraites. Eh bien, le manifeste prend ça à revers et offre une lecture purement matérielle. Le texte avance que toute l'histoire de l'humanité avance grâce à une friction économique. C'est un conflit structurel et perpétuel entre des oppresseurs et des opprimés. C'est littéralement la lentille à travers laquelle ils examinent l'évolution humaine. Ce qui nous amène logiquement au deuxième point, l'ascension de la bourgeoisie. Il faut vraiment s'arrêter 2 secondes sur la rigueur de cette définition. Dans ce cadre théorique précis, la bourgeoisie, ce n'est pas une question de goût culturel ou d'un mode de vie un peu aisé. Non, c'est défini strictement par la relation aux moyens de production. On parle des individus qui détiennent le capital, qui possèdent les usines, les terres et qui achètent la force de travail des autres. Et le texte nous offre un argument historique très spécifique sur la façon dont cette classe dominante a émergé carrément à partir des ruines de l'ancien système féodal. En suivant cette progression, on voit que des événements majeurs, comme la découverte de l'Amérique ou l'invention de la machine à vapeur, ont fait complètement exploser les vieux cadres des guildes du Moyen Âge. La demande mondiale a monté en flèche, ce qui a catalysé une évolution économique fulgurante. Ça a centralisé la propriété et créé un marché mondial unifié sous le règne de la grande industrie. Et par la force des choses, on arrive à notre troisième point, la naissance du prolétariat. En suivant une stricte logique dialectique, toute thèse crée inévitablement son antithèse. Voici donc la nouvelle force d'opposition, générée directement par le triomphe du système industriel, le prolétariat. L'ouvrier moderne n'a aucun capital productif, il est donc forcé de vendre la seule chose qu'il possède, sa propre force de travail. Le texte soutient que ces travailleurs sont ainsi traités comme de simples marchandises sur un marché, et pour faire le lien avec un concept incontournable en philosophie, ça crée ce qu'on appelle une profonde aliénation. Le travailleur est fondamentalement séparé, dépossédé du fruit de son propre labeur. Pour vraiment bien conceptualiser cette lutte des classes, imaginons une analogie toute simple, celle d'une immense machine industrielle. D'un côté, on a les propriétaires. Ce sont eux qui tiennent les clés de l'usine, qui fixent la vitesse de la machine et qui empochent les profits. De l'autre côté, on a les prolétaires, qui sont vus littéralement comme les rouages humains et le carburant de cette fameuse machine. La friction, elle est inévitable. Pourquoi? Parce que le propriétaire veut toujours que la machine tourne plus vite et coûte moins cher, pendant que les rouages humains s'usent sous la pression en ne recevant que le strict minimum d'huile, c'est-à-dire un salaire de survie, juste pour être capable de retourner travailler le lendemain. Et cette friction mécanique mène, selon leur analyse, à de profondes contradictions dans le système. La machine capitaliste devient tellement efficace qu'elle finit par produire trop. Et il y a une ironie philosophique frappante ici. Le système s'effondre et crée de la misère, non pas parce qu'on manque de ressources, mais exactement parce que la société est devenue trop productive. On se ramasse avec ce que le texte appelle des épidémies de surproduction, des crises cycliques où les usines ferment et les travailleurs souffrent, tout simplement parce qu'il y a trop de marchandises qu'on ne peut plus vendre avec profit. La question devient donc, comment résoudre cette impasse? Ce qui nous amène à l'abolition de la propriété privée. Face à ces crises récurrentes, le texte propose une solution, une synthèse qui doit régler cette friction structurelle une bonne fois pour toutes.
Et c'est exactement ici qu'il faut dissiper le plus grand malentendu sur cette philosophie. Le texte est très clair. Le but n'est absolument pas d'abolir l'appropriation personnelle de ce qu'on gagne par son travail quotidien. Ils ne s'en prennent pas au bien personnel. La cible, c'est spécifiquement la propriété privée bourgeoise. On parle du grand capital, des usines, des moyens de production qui permettent à une personne d'exploiter le travail salarié d'une autre pour générer du profit. Passons maintenant à la 5e partie, où les auteurs répondent aux critiques avec une méthode presque socratique. Les auteurs savaient très bien que leur proposition était radicale, alors ils ont consacré une section entière à déconstruire par avance les critiques de leurs adversaires. Et on s'entend, les accusations étaient lourdes. On leur reprochait de vouloir détruire les piliers de la civilisation elle-même, la famille, l'éducation et l'idée même de nation. La réponse qu'ils donnent est d'une nature purement matérialiste. Ils rétorquent en fait que c'est le capitalisme qui a déjà réduit les relations familiales à de simples transactions financières, au point où, à l'époque, les enfants étaient transformés en instruments de travail dans les usines. Et pour ce qui est de la patrie, leur argument est que le travailleur prolétaire, qui est rendu totalement interchangeable à l'échelle mondiale, n'a tout simplement plus de véritable pays à défendre dans ce système. Une autre question soulevée par les critiques est vraiment profonde sur le plan philosophique. Abolir ce système économique, est-ce que ça signifie la fin des valeurs absolues, de la morale ou des religions? La riposte est percutante. C'est ici que se trouve un concept en or pour les étudiants en philosophie, le rapport direct entre l'infrastructure matérielle, l'économie et la superstructure idéologique, soit les idées de la société. Le texte soutient qu'il n'y a pas de vérité éternelle absolue. La morale, le droit, la religion, tout ça se métamorphose constamment pour s'adapter et justifier les intérêts de la classe qui détient le pouvoir matériel à une époque donnée. Donc, si on change la base économique, on va inévitablement changer l'idéologie et les valeurs de la société. Ce raisonnement nous propulse vers le dernier point, leur vision d'une nouvelle société. Toute cette analyse théorique mène à des applications pratiques pour les pays avancés. Le manifeste propose 10 mesures de transition pour centraliser la production dans les mains de l'État. Mais un détail vraiment étonnant aujourd'hui, c'est de réaliser que plusieurs de ces mesures, qui étaient perçues comme d'une radicalité inouïe en 1848, sont devenues complètement normales. On pense à l'éducation publique gratuite pour les enfants ou à l'impôt fortement progressif sur le revenu. Ce sont aujourd'hui des standards dans la majorité des démocraties capitalistes modernes. Notre analyse textuelle se termine sur cet horizon final, souvent qualifié de profondément utopique. La vision proposée, c'est celle d'une société qui s'est finalement libérée de ses antagonismes de classe. Une société où l'État lui-même, qui était défini comme un simple outil de pression d'une classe sur une autre, n'aurait plus de raison d'être et disparaîtrait organiquement. Une société sans classe. Et ça nous laisse sur une réflexion finale fascinante. Quand on regarde nos propres bouleversements technologiques actuels, l'automatisation, l'intelligence artificielle, le travail immatériel, on doit se poser la question: est-ce que cette grille d'analyse de 1148, avec ses rouages mécaniques et sa stricte division des classes, arrive encore à expliquer les complexités de notre monde post-industriel? C'est une excellente question intellectuelle et ça mérite définitivement qu'on y réfléchisse.